Bon, la Varda qui vient en force, là. Et alors? Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Je parle de toi, aussi, vous avez entendu. Oui. Il va venir en vélo. Aussi, il va faire ça. Aussi, il vient en vélo. Punaise, sur l'eau. Meglio che mettono prima la ficha sulla... Ça, c'est des élus, là. De la commission et en liaison avec les nouveaux élus que je salue, parce que contrairement à ce que dit la presse, il n'y a pas que des élus qui sont partisans de la LGV, mais il y en a plein d'autres, énormément d'autres, qui ont déposé lors de la commission. Oui, je sais, ça vous énerve, Madame la presse, mais c'est un fait patent. Et la raison d'être de cette réunion est que suite aux conclusions avec un avis défavorable et en réponse aux réactions des grands élus. Je voudrais tout d'abord souligner le grand travail, un travail extrêmement important des 21 membres de la commission indépendante qui pendant 9 mois ont étudié le dossier, un dossier énorme, analysé les conclusions et multiplié les questions aux porteurs du projet. C'est la première fois en France que vis-à-vis de la loi, pour un projet de cette importance, une commission a déposé des conclusions défavorables contre un projet d'utilité publique. Et le fait de dire et d'oublier et d'avoir un comportement injurieux vis-à-vis des élus, vis-à-vis des citoyens, il y a eu 20 000 contributions contre le projet, c'est la plus grosse participation pour une enquête d'utilité publique. On a oublié le nombre considérable d'élus et de citoyens qui se sont prononcés contre ce projet. C'est bien ça. La commission a souligné le climat de cette consultation, et je dis entre guillemets, puisque c'est la décision de la commission, une bonne image de la démocratie participative, et qu'elle a eu plus à faire à des citoyens responsables qu'à des gardiens de posture. Nous avons travaillé pendant 5 ans sur ce dossier-là, et les résultats sont là. Les grands barons, et vous les connaissez tous, vont tenter une nouvelle fois de faire pression sur le gouvernement pour inverser la décision et satisfaire leur ego, mais pas ou peu d'exemples en France pour des projets de cette importance n'ont obtenu satisfaction. Ça ne veut pas dire pour autant qu'obligatoirement, contrairement à ce qu'ils disent, on va remettre en cause, ils vont de nouveau faire pression sur le gouvernement, comme ils font pression pendant des années pour satisfaire leur position. La deuxième chose, on ne parle pas souvent des deux arguments majeurs contre ce projet qui ne sont jamais exposés et jamais évoqués. La rentabilité du projet. La commission dit n'être pas convaincue de la rentabilité affichée et rajoute-t-elle, et c'est un euphémisme. Le paradigme unique de la seule vitesse pour quelques voyageurs complète-t-elle. Le prix des billets du fait des coûts de péage réduisant le nombre de passagers et générant un impact catastrophique sur la rentabilité de l'exploitant. On n'en parle jamais. Entre 12 et 15 000 emplois vont être supprimés
à la SNCF et ce sera moins pour les trains du quotidien. La rentabilité de ce projet est nulle. Ceci correspond à la tactique habituelle de RFF, dénoncée par la Cour des comptes, le rapport Lotti et autres. Sont-ce des erreurs, des tricheries ou des pressions politiques, mais qui consistent à baisser les coûts et augmenter le nombre de passagers, et tous les techniciens français et au monde jugent que c'est impossible. La rentabilité économique n'enclenche pas automatiquement de développement, la grande vitesse n'enclenche pas automatiquement de développement, métropolisation et encore des grandes villes. On est même en train de se poser la question si Bordeaux, il faudra supprimer 80% des vols pour que la ligne soit rentable. Quant au territoire intermédiaire, Agen, il est vraisemblable et même sûr maintenant que le train ne s'arrêtera pas à Agen. Nous allons payer, Montauban aussi, nous allons donc payer pour voir passer le train. L'autre chose très importante, et mon collègue Raymond qui travaille avec nous depuis des années vous le soulignera, l'alternative dont nous portons les effets avec eux n'a jamais étudié sérieusement l'alternative à la LGV et a même manipulé les chiffres et les faits pour tuer et ridiculiser le projet. C'est scandaleux. On peut faire de la grande vitesse sur les lignes traditionnelles. Tous les pays européens l'ont fait. Berlin est desservi par une ligne à 200 km/h. Munich, Hambourg, même chose en Hollande, même chose en Suède. Quand on me dit que c'est ridicule, c'est vraiment une stupidité énorme. Les LGV systématiques ne sont pas une solution d'avenir pour des distances courtes. Il faut au moins 400 km. Je vous rappelle qu'il y a 255 pour aller à Toulouse et 135 depuis Bordeaux, 70 Montauban et 50. C'est la vitesse d'un TER. Notre alternative est moderne. Elle est performante. Et surtout, elle est 4 à 5 fois moins chère. La LGV Bordeaux-Toulouse, c'est une ligne qui coûte 10 milliards pour gagner 5 minutes. On nous présente comme des ringards, des inconséquents, des écolos attardés. Il y en a assez. Les arguments avancés par les grands barons sont injurieux. On nous a même traités de terroristes islamiques en considérant que nous avions déposé une fatwa sur les grandes vitesses, sur les lignes grande vitesse. C'est inacceptable. Les lignes, maintenant, M. Rousset dit oh, mais on ne peut plus rouler sur des lignes du 19e siècle, ou l'impossibilité d'avoir des trains de vitesse différentes sur les lignes. Mais c'est d'une aberration. Et malheureusement, d'aucuns se font les échos de ce genre de choses et fait la une des organes de télévision. Avec les élus qui sont là, et il n'y en a qu'un petit nombre, il y en a de plus en plus, nous avons demandé et nous allons demander une entrevue au ministre pour lui expliquer et montrer notre position à ce projet néfaste, injustifié, abominablement onéreux, peu efficace et destructeur d'environnement. Je vous remercie. La documentation est à votre disposition. Raymond, s'il te plaît, je te passe le micro. Merci Claude. Oui, on peut effectivement l'applaudir pour l'argumentaire qu'il vient de mettre en place. Tout d'abord, pour dire que je crois que cette initiative aujourd'hui, en relation entre la coordination des associations de citoyens et l'association Alternative 47 des élus, est une initiative d'étape, si on peut dire, qui nous permet effectivement de faire le point sur ce dossier. Moi, ce que je voudrais préciser d'entrée, c'est que ces derniers événements avec le rapport de la commission d'enquête est un grand pas de plus vers la prise en compte, si on peut dire, du bon sens et du réalisme. Parce que c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Et on est à ce jour à près de 15 ans de travail de certains élus, des associations,
pour faire la démonstration effectivement que cette perspective de ligne nouvelle est une aberration. Il faut quand même se remémorer d'éléments majeurs. Il y a eu 2 documents de la Cour des comptes qui ont précisé que ce projet n'était pas réaliste ou économiquement, socialement, etc., qui ont mis en cause le projet. 2 rapports différents. Il y a eu un rapport de la commission parlementaire qui a précisé que ce tracé remplissait pas des conditions nécessaires pour la réaliser. Il y a eu un rapport d'une commission du Sénat qui a dit les mêmes choses. Et au jour d'aujourd'hui, il y a le rendu de la commission d'enquête qui vient effectivement conforter tous les arguments, et je dis bien tous les arguments que l'on a mis en avant depuis maintenant une quinzaine d'années. Alors ça pourrait être dit de façon un peu particulière dans la mesure où c'est quand même regrettable qu'il faille autant de temps pour arriver à l'évidence qu'un projet aussi gigantesque, coûteux, inutile, et aurait jamais dû exister. Alors moi je voudrais reprendre, et tu l'as fait Claude, quelques éléments, ça épouse tellement bien toute notre argumentation depuis ces 10-15 ans que ça vaut la peine de les revoir rapidement. C'est ce que dit la commission d'enquête. Le but de ce qui nous concerne, nous, association des élus, c'était de faire une étude pour prévoir une alternative à cette ligne nouvelle, c'est-à-dire l'aménagement de la ligne existante. Et finalement, c'est ce que dit, en gros, le ministre qui évoquait l'autre jour qu'il fallait terminer les 4 tronçons qui étaient commencés, mais après il fallait prioriser l'aménagement et la réhabilitation des lignes existantes. Voilà, même le ministre venait nous rejoindre. Alors, que dit très rapidement cette commission d'enquête? Un besoin non partagé. Un besoin non partagé, écrire en gros caractères. Hein, voilà. Ce qui veut dire qu'en fait, des décisions ont été prises pour réaliser un projet sans que l'immense majorité des gens soient concernés par ce projet. Un besoin non partagé. Une infrastructure lourde pour un service non garanti. C'est-à-dire, imaginez 10 milliards d'investissements, 3000 hectares de terres saccagées, tout un massif coupé en 2. On voit effectivement l'impact global pour un service non garanti. C'est-à-dire il y a des gens qui ont décidé à un moment donné de promouvoir un tel projet sans avoir la moindre garantie qu'il sera utilisé. Troisième, 116 millions d'euros. 116 millions d'euros, oui. Une métropolisation au détriment des villes moyennes. Eh bien oui, nous la Lot-et-Garonne, on est en plein dans la ligne de mire. Ce qui veut dire que ce projet servait Bordeaux, Toulouse, mais surtout Toulouse, et sacrifiait tout ce qui était sur le trajet. Marmande, Agen, voire même Montauban d'ailleurs, et je ne parle pas des petites villes. Ce point-là, j'en parlerai après. Alors ensuite, un financement public est certain, c'est le moins qu'on puisse dire, pour 2 raisons déjà, c'est que les collectivités n'ont jamais dit très franchement qu'elles souhaitaient participer au financement, sauf la région Aquitaine et Midi-Pyrénées, et qui plus est, certaines avaient dit dès le départ qu'elles n'y participeraient pas, notamment toute la région Charente-Poitou, l'ancienne région Charente-Poitou. Une rentabilité socio-économique insuffisante, ce qui veut dire que dès le départ, on sait que le prix du billet ne permettra pas de rentabiliser l'investissement et le fonctionnement. C'est-à-dire qu'il faut 50% de fonds publics à l'investissement pour arriver à le réaliser, et il faut des subventions permanentes de l'État, des fonds publics, pour arriver effectivement à avoir un billet à taux supportable par les familles. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on fabriquait une ligne où il fallait subventionner pour qu'effectivement les utilisateurs puissent le prendre, et un découpage et un phasage de projets regrettables aussi, mais ça je dirais c'est secondaire. Mais le dernier point, et sur lequel, qui est en milieu d'étude, et qui nous concerne directement, et là pour moi c'est le plus important, des alternatives à grande vitesse insuffisamment explorées. Imaginez que les promoteurs du projet n'ont jamais voulu, tant soit peu, essayer de voir si avec l'existant, on peut faire quelque chose qui répondrait aux attentes de la population. Et j'entends par là la ligne existante. On a déjà une ligne, 2 voies, très organisée,
qui est un petit peu ancienne certes, qui traverse des villes importantes qui pourraient les desservir demain par des TGV. Cette ligne a été totalement ignorée. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, nous, Alternative, donc LGV 47, on a voulu faire une étude qui a fait la démonstration, qui a été largement diffusée, que vous avez largement diffusée aussi au niveau des associations de citoyens, pour effectivement faire la démonstration qu'en termes de coûts, en termes de gain de temps, en termes de service à la population, en termes d'organisation du territoire, c'était la meilleure solution. Et ce que d'autres pays ont choisi. Il faut savoir que l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la Belgique, l'Angleterre ont rompu, sauf sur des distances de plus de 500 km, avec des lignes à très grande vitesse, donc par conséquent, il ne reste plus que nous, la France, pour être assez dans l'irréaliste, pour imaginer que sur une distance d'un peu plus de 200 km, une LGV à 320 km/h pourrait servir à quelque chose. Et l'aménagement de la ligne à distance en voie rapide, 220 km/h, est la solution. Et ça coûterait 2 milliards au lieu de 10 milliards. Voilà, je voulais terminer sur ce point. Je crois qu'on a fait un grand pas, mes amis, maintenant. Je crois qu'effectivement, il faut que l'État, le gouvernement, le ministre des Transports prennent la mesure de ce qui se passe et veuillent bien trancher définitivement, puisque moi j'ai quand même en tête, en tant qu'élu, c'est pas la première fois qu'on est confronté à des enquêtes d'utilité publique. Quand les enquêtes d'utilité publique sont favorables, on nous dit, l'enquête a dit que c'est utile, on n'ira pas à son encontre. C'est ce qui est dit habituellement. C'est qu'un avis, certes, mais on n'ira pas à son encontre. Alors j'espère que la lucidité des décideurs et de ceux qui ont en charge les deniers publics voudront bien tenir compte de l'avis de la commission d'enquête qui dit que c'est une aberration. Et j'espère que le gouvernement, le ministre prendra la décision d'annuler ce projet. Et j'espère qu'en même temps, il prendra la décision de réfléchir à l'aménagement de la ligne existante. Parce que le combat qu'on a mené aujourd'hui, c'est celui-là. Cette ligne est ancienne, vraie. Elle est dans des conditions d'insécurité et il faut effectivement la réhabiliter. Et je peux annoncer aujourd'hui, j'ai des collègues conseillers départementaux ici avec moi aujourd'hui, on demandera, et c'est aussi une demande de l'association, à ce qu'il y ait un débat au Conseil général sur cette question dans les meilleurs délais. Je vous remercie. Si éventuellement il y avait des questions, nous sommes à votre disposition pour y répondre. Une seule ligne LGV est rentable, c'est Paris-Lyon. Oui, toutes les autres sont déficitaires. C'est exact. Où c'est qu'on va? Même les Paris-Bordeaux, tout est déficitaire. Paris-Lille, Paris-Strasbourg le sera, toutes le seront. Une seule, Paris-Lyon. Tout à fait, oui. Mais écoute, Raymond, je pense que tu as résumé même, je m'excuse si je suis arrivé un petit peu en retard, je n'ai pas entendu le début, mais je suis persuadé que tu as fait le tour de la question. Donc je ne vais pas reprendre les points que tu as développés. Je remarque que vous avez amené ici un échantillon de la ligne à rénover, si je comprends bien, hein, parce qu'elle a besoin quand même d'un peu d'époussetage, mais je pense qu'elle est, malheureusement, c'est un beau symbole, parce que malheureusement, il y a trop de lignes qui sont un peu dans cet état. Alors, avec des écartements un peu plus larges, mais bon, on est quand même dans le symbole et dans le bon symbole. Voilà, non, simplement, moi, ce que je voulais ajouter, c'est que, d'abord, au niveau de la région, puisque la région, étant élu régional moi-même, et au niveau de la région, étant un maillon déterminant dans ce qui va se passer, dans ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, et en particulier dans la détermination des deux présidents de région à vouloir continuer ce projet absurde, dont on sait très bien, à partir des déclarations qui ont été faites, que la volonté de ces présidents va continuer. Mais en tous les cas, vous pouvez compter sur moi et sur nous, les quelques élus que nous sommes au niveau de la région, pour faire tout ce que l'on pourra pour enrayer cette décision régionale d'engager autant d'argent sur ce projet qui, pour nous, est coûteux et inutile. Je voulais aussi bien marquer que, en particulier ici dans la Genée, le passage de cette ligne entraîne un certain nombre d'autres projets qui sont à mettre dans le même panier, je dirais. Et je pense en particulier
à la zone, enfin à la technopole à Jean-Garonne, donc qui est le projet du président de l'agglomération, qui d'ailleurs, bien qu'il se défende aujourd'hui de vouloir lier les deux choses, on sait très bien qu'à l'origine, cette technopole a été imaginée parce que justement il y avait le passage de la ligne et en particulier la construction de cette nouvelle gare également, qui n'a pas plus de sens et encore peut-être je dirais encore moins de sens que la ligne elle-même, dans la mesure où nous avons une gare sur laquelle ici en ville où nous avons mis beaucoup d'argent dernièrement et on ne comprend pas au nom de quoi on construirait une nouvelle gare du côté de Brax, quoi, hein. Donc voilà, c'est pour dire que c'est d'autant plus déterminant de finir de gagner la lutte contre la ligne elle-même, qu'ils sont liés également d'autres projets qui s'inscrivent, je dirais, dans le prolongement de cette ligne et pour lequel donc, beaucoup de crédits y sont affectés, alors que nous sommes capables de faire là aussi des contre-propositions, car nous ne sommes pas contre le développement de l'agglomération agennaise, bien entendu, mais nous savons que nous pouvons le faire et de façon efficace, d'une autre façon, sans mettre tout de suite autant d'argent et en économisant justement l'espace et en particulier les terres agricoles, puisque là, nous sommes sur des terres agricoles d'excellente qualité, alors qu'on se bat ailleurs, que les paysans se battent ailleurs pour obtenir la construction de barrages hydrauliques pour pouvoir irriguer. Ici, nous avons donc au moins 200 hectares qui risquent d'être sacrifiés, 200 hectares de terre sur lesquels on peut irriguer de façon assez immédiate et sans grand frais, puisqu'on est sur une nappe peu profonde. Donc, quand est-ce qu'on va se remettre à marcher sur nos pieds et non pas poursuivre des chimères qui ne tiennent pas debout et qui consomment beaucoup de crédit. Donc voilà, je voulais donc faire le lien entre ces différents projets parce qu'ils sont sur le même logiciel, ils sont de la même inspiration, c'est-à-dire qu'ils datent maintenant et qu'il faut enfin se réveiller et essayer de concevoir l'aménagement du territoire d'une façon plus intelligente. Nous avons les moyens techniques et intellectuels de le faire et de le proposer, donc, et qu'on nous écoute enfin un peu. Voilà, donc il y a une délégation de prévu. Bon, nous sommes reçus par le préfet maintenant. En tant que nouveaux conseillers départementaux, donc nous souhaitons amener notre pierre à l'édifice et s'associer pleinement aux combats qui ont été menés à ce jour, et nous proposerons à ce que la nouvelle majorité du département suive l'avis défavorable qui a été émis lors de cette enquête publique. Bien. Si vous voulez donc transmettre, on va formellement, on mettra copie à Monsieur le Préfet, oui, demander un entretien à Monsieur le Ministre pour qu'il nous reçoive, simplement pour débattre du dossier. Les grands élus vont demander, ils le clament partout dans les journaux, donc vraisemblablement ils vont le faire, comme ils ont toujours fait d'ailleurs, monsieur. Donc nous allons demander, accompagnés par nos élus, un entretien au ministre pour présenter notre point de vue. Si vous voulez bien le transmettre, et si monsieur le préfet veut bien le transmettre, ce serait un plaisir, et peut-être que justice pour que le ministre entende notre point de vue, mais il le connaît déjà. Mais voilà. Et bon, vous pouvez saisir directement le cabinet du ministre. Oui, oui, voilà, bien sûr, mais il y aura les deux, monsieur. D'accord, voilà. Pas de souci. Dans la demande d'entretien au ministre, nous donnerons copie à la préfète. Voilà. Merci de nous avoir reçus. Je vous en prie. C'est ça.